Maxime Pérez, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien correspondant au Proche-Orient et spécialiste des questions de défense. On va revenir avec vous sur la situation à Rafah. On a vu circuler hier soir sur les réseaux sociaux, y compris sur des comptes de journalistes, une vidéo qui semblerait avoir été tournée quelques instants après la frappe israélienne. La frappe qui aurait ainsi visé un véhicule du Hamas rempli de munitions et d'armes. Les explosions se seraient alors succédé et avec des explosions touchant des civils à proximité. Est-ce que ce sont des informations qui vous paraissent plausibles ce matin ? Alors, c'est effectivement une vidéo qui circule depuis hier soir sur les réseaux sociaux, mais ça n'est pas l'information que les responsables israéliens ont transmis dans la nuit à leurs homologues américains, puisque la chaîne NBC rapporte ce matin que les Israéliens disent en réalité que c'est un dépôt de carburant qui a été touché par des débris suite à cette frappe près d'un camp de toile à Rafah qui a provoqué un incendie qui s'est rapidement propagé vers une zone donc peuplée de réfugiés palestiniens, de ces personnes déplacées au gré des opérations israéliennes dans la bande de Gaza. Pour l'instant, les Américains disent encore attendre des éléments complémentaires de la part des responsables israéliens et côté israélien également, même au niveau du parquet militaire, on continue d'enquêter sur cet incident. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a évoqué, je cite, un incident tragique, sous-entendu, c'est une erreur. Plusieurs membres du gouvernement ont déploré ces pertes civiles. Est-ce que c'est quelque chose qui est évitable à l'avenir si la guerre se poursuit ? Mais il faut dire une chose, c'est que ce type d'incident pourrait potentiellement se produire tous les jours. Il y a près d'une centaine de frappes qui sont menées dans l'entièreté du territoire de la bande de Gaza chaque jour par l'armée israélienne, dans des zones parfois extrêmement complexes, peuplées ou proches de zones qui sont habitées donc par des résidents palestiniens. Donc il y a ce risque-là, et c'est ce qui a d'ailleurs suscité un grand nombre d'inquiétudes dans le monde, et notamment des Américains qui ont longtemps été réticents à cette opération israélienne dans la zone de Rafah, précisément à cause de cette densité de population et des risques de voir ce type de dommages collatéraux. C'est précisément ce genre d'incident également qu'on redoute du côté israélien et qui pourrait, surtout dans un contexte de pression très forte de la communauté internationale. Il y avait la semaine dernière, encore une fois, ce réquisitoire de la Cour pénale internationale de la CPI avec le risque de mandat d'arrêt contre un certain nombre de responsables israéliens. Tout ça pourrait pousser l'armée israélienne à ralentir, voire à stopper ses opérations. Vous le disiez, les zones humanitaires, cette densité de population et les zones de combat qui semblent très proches. La frappe visait une cible située à seulement 800 mètres apparemment de la zone humanitaire désignée par Tsahal, donc bien en dehors de cette zone. Mais est-ce que c'est normal, entre guillemets, dans une guerre que ces zones soient si proches ? Est-ce que c'est la responsabilité aussi du Hamas à ce moment-là de laisser ces populations civiles dans ces zones-là alors que Tsahal appelle à une évacuation assez fréquente ? Oui, bien sûr, et sans doute que cet élément-là n'a pas été suffisamment rappelé par tous les spécialistes qui ont pu s'exprimer sur le sujet depuis 24 heures, depuis ce tragique incident, à savoir que le Hamas opère à même des zones civiles, à même ces camps de réfugiés palestiniens qui sont censés être des zones qui doivent être épargnées à la fois par les opérations israéliennes, mais le Hamas se devrait, en théorie, de respecter également les mêmes règles que s'impose et que le monde impose à Israël dans ce cas précis. On constate que ce n'est pas le cas, puisque la cible visée par l'armée israélienne était une cible militaire du Hamas, une cible d'ailleurs que les Israéliens décrivent comme importante, et qu'elle opérait donc à proximité de zones de zones civiles palestiniennes, mais ça n'est pas quelque chose de nouveau. Je crois que depuis 7 mois que cette guerre est engagée dans la bande de Gaza, on constate chaque jour, chaque semaine que le Hamas se moque un petit peu d'utiliser la population palestinienne comme bouclier humain. Il opère à partir parfois de zones urbaines, d'immeubles, d'écoles, parfois de l'UNRWA, donc de ces agences onusiennes qui par ailleurs sont impliquées dans le fonctionnement de la vie civile, ce qu'il en reste dans la bande de Gaza. Donc c'est une responsabilité du Hamas, mais ça n'exempte pas totalement Israël de toute responsabilité. Et le fait même que
les condamnations internationales sont unanimes et ne visent qu'Israël, prouve qu'il y a quand même une responsabilité israélienne et que les Israéliens doivent redoubler de prudence. C'est une guerre redoutable en termes d'image, c'est une guerre qui nécessite une vigilance sans doute qu'on n'impose à aucun autre pays dans le monde, mais c'est dû à l'ampleur de la mobilisation, de la sensibilité que représente aujourd'hui le dossier palestinien dans le monde et sans doute pour ce qu'on appelle les démocraties occidentales. Gadi Eisenkot, un ministre du cabinet de guerre, a déclaré hier qu'Israël devait, je cite, atteindre la ligne finale à Rafah et avancer sur l'accord pour la libération des otages, que c'était, je cite à nouveau, une obligation et une nécessité stratégique pour l'État d'Israël. Est-ce que c'est une position qui pourrait se renforcer au sein du cabinet de guerre, notamment alors que cette forte pression internationale dont vous parliez est en ce moment exercée ? Oui, d'ailleurs, elle dépasse largement le cadre du cabinet de guerre israélien, puisque plusieurs officiers israéliens de haut rang se sont exprimé de manière assez inhabituelle ces derniers jours en disant qu'il n'était pas tout à fait sûr aujourd'hui de la stratégie recherchée par le gouvernement israélien quant à la poursuite ou à la conduite de la guerre dans la bande de Gaza. On voit bien que la pression militaire jusqu'ici n'a pas fait plier totalement le Hamas, qui s'est même reconstitué à la faveur du retrait de l'armée israélienne opéré fin mars, début avril, notamment de la région de Khan Younes. L'armée israélienne combat à nouveau dans plusieurs zones de la bande de Gaza. Et on a l'impression d'une guerre sans fin, d'une guerre qui par ailleurs est coûteuse pour l'armée israélienne, qui est coûteuse pour Israël en termes d'image. Donc il est possible qu'à un moment, même du côté israélien, on dise très clairement à l'échelon politique qu'il faut s'arrêter, qu'il faut s'en tenir à ce qui a déjà été acquis sur le plan militaire, sur le plan des infrastructures du Hamas qui ont été détruites et neutralisées jusqu'à présent, même si ça n'est pas la victoire totale et la destruction totale du Hamas promise par Benjamin Netanyahou, mais aller plus loin, c'est courir des risques importants pour Israël. Donc, il faudra bien sûr suivre ces commentaires dans les prochaines heures, dans les prochains jours, très certainement. Mais de là à penser que l'armée israélienne va de nouveau se retirer de points stratégiques de la bande de Gaza, ça c'est quelque chose. En revanche, c'est une carte que se garde Israël pour pouvoir éventuellement négocier par la suite un accord avec le Hamas ou avec le gouvernement transitoire ou la force politique transitoire qui régnera dans la bande de Gaza dans ce fameux jour d'après dont on ne voit encore une fois pas pour l'instant l'aboutissement. Il y a une enquête qui est en cours côté israélien sur ce qui s'est passé avec cette frappe à Rafah et plus globalement, depuis fin octobre, le parquet militaire israélien enquête sur plusieurs cas de possibles atteintes à l'éthique de guerre par des soldats engagés dans la bande de Gaza. Est-ce que c'est quelque chose d'habituel mené par Israël durant toutes ces guerres ? Quel est le délai de rendu de ces conclusions ? Est-ce qu'à un moment, ça peut jouer sur tout ce qui est dit, toutes ces accusations internationales et apporter une sorte de contradiction, en tout cas, de dire Israël mène en tout cas des enquêtes là où, par exemple, la Cour pénale internationale n'est pas censée agir lorsqu'il y a une compétence nationale et des enquêtes menées au niveau national. Oui, c'est absolument ça le sujet. Israël mène à peu près, le parquet militaire israélien mène actuellement 70 enquêtes qu'il y a de possibles exactions ou des atteintes à l'éthique militaire, au code militaire de l'armée israélienne. Donc ça correspond à des comportements problématiques sur le terrain, rendus, en tout cas menés par un certain nombre de soldats ou certaines unités. Il y avait eu ce débat il y a un mois autour de l'unité Yitzhar Yehuda, qui est composé d'ultra-orthodoxes, et que les Américains voulaient à un moment sanctionner avant de revenir sur cette sanction et de la rendre inapplicable. En tout cas, ça prouve bien que l'armée israélienne n'a pas attendu les délibérés de la Cour pénale internationale, n'a pas attendu de voir que les chancelleries occidentales s'agitent pour eh bien faire travailler ces instances démocratiques, même au niveau du corps militaire de l'armée, donc à travers ce parquet militaire qui, pas seulement dans le cadre de cette guerre à Gaza, depuis de très nombreuses années, eh bien veille au respect du droit humanitaire, est amené à se prononcer et à valider la légalité ou non d'opérations militaires avant qu'elles ne soient exécutées, soit par l'armée de terre, soit par l'aviation israélienne. Donc
C'est quelque chose d'important, même dans le contexte, et surtout, je dirais, dans le contexte de pression judiciaire exercée par un certain nombre d'États. Il y a cette plainte sud-africaine à la Cour pénale internationale. Il y a d'autres instances, Cour de justice également internationale, qui sont mobilisées contre Israël. Il est important pour Israël, je pense, de montrer aussi que bien la démocratie, même en temps de guerre, est efficace et continue de mener sa mission démocratique. Merci beaucoup d'avoir été notre invité sur RCJ. Maïtine Pérez, ancien correspondant au Proche-Orient et spécialiste des questions de défense.